personnes et on va se lancer dans 2 minutes si ça vous va. Je voudrais juste être certaine, que vous nous entendez correctement, et que vous nous voyez, bien. Hem, Bonjour, est-ce que vous m'entendez aussi? oui, on nous dit que tout est parfait. Bon, super. Du coup, si ça vous va, si on commence dans 2 minutes juste pour permettre à tout le monde d'arriver? On a beaucoup d'inscrits sur ce webinar, donc c'est que le sujet, Willy, était, intéressant et répondait à un besoin. Je suis ravie, c'est vraiment chouette. Hem, C'est peut-être vrai que que le sujet est chaud, je pense, en ce moment, les entrepôts de oui, données de santé. oui, voilà. Hem, mon petite, est-ce que, dans le chat, vous pouvez nous mettre, juste pour qu'on ait un peu une idée, heu, ce que vous avez comme fonction? Pas évidemment, votre entreprise, si vous voulez pas le dire, mais si vous pouvez nous mettre un petit peu vos fonctions, parce que j'ai regardé les inscrits hier, donc j'ai vu qu'il y avait beaucoup de confrères et je suis ravie. Mais il y a d'autres personnes qui étaient inscrites avec des boîtes mail, personnelles, donc j'imagine que c'est pour pas dévoiler l'entreprise et je comprends tout à fait. Donc si vous pouvez juste nous dire un peu quelles fonctions, comme ça, dans nos propos, c'est bien avec Willy si on peut, peut-être orienter, certaines, certains points. Je sais pas ce que tu en penses, Willy, mais Oui, OK, donc quelques délégués à la protection des données, très bien. Dans le monde de la santé, collectivité territoriale, OK. Le monde médico-social, très bien. Business, développement, OK. Oriana, je ne te vois pas. Je ne sais pas si c'est ma connexion.
Tu m'entends? Tu me Là, c'est vois? mieux. C'est bon. Non, on ne te voit pas. Enfin, personnellement, je ne te vois pas. Là, vous m'entendez ou pas? Toujours pas? Si, si, on t'entend. Son, mais pas l'image. Oui, alors j'ai coupé ma webcam parce que Tu nous c'est peut-être ça entends? le problème de la bande passante. Du coup, si vous m'entendez, on va partir comme ça. Et puis, vous ne verrez pas. Je suis désolée. Mais au moins, si ça permet d'assurer le contenu, c'est pas que mon visage, on s'en fiche, mais c'est pas essentiel. Vous m'entendez là, c'est bon? Ouais, on t'entend. On a une question sur la possibilité de télécharger ou de consulter le webinaire en streaming par la suite de Benoît Otto. Est-ce que là, vous m'entendez? Willy, est-ce que tu m'entends? Oui, tu m'entends? Est-ce que toi, tu Normalement, m'entends? ça devrait fonctionner maintenant. Oui, J'ai tout le monde l'impression que m'entend. Parfait. oui. Willy, je sais pas si tu m'entends. Est-ce que les Est-ce que tu peux participants parler? m'entendent ou pas? Parce que j'ai l'impression qu'Oriana ne m'entend pas. Je suis désolée. Ah, Willy, c'est bon? Tu nous entends? Tous les deux. Ok. Alors moi, je n'entends pas Willy, mais manifestement, vous m'entendez. Ah, Willy, tu peux Oui, parler? oui. Oui, c'est Est-ce bon? que tu Tu m'entends? m'entends? Ouais, ouais, Ok, très bien. parfait. C'est parti alors. On y va. Du coup, je vous disais, donc je suis avocate et déléguée à la protection des données et je suis à la tête du cabinet d'avocats La Robe Numérique Avocat. Et maintenant, je laisse Willy se présenter parce que c'est lui qui porte le projet de Canopée. Oui. Alors, du coup, donc je travaille pour une association qui s'appelle l'association Observer, qui a pour mission en fait, de créer un observatoire des données, des besoins et des attentes des personnes en situation de handicap en France, parce qu'on a très très peu de données aujourd'hui, et le manque de données a des conséquences délétères en fait sur la qualité de l'accompagnement et au fine la qualité de vie des personnes. Et donc, utile au pouvoir public et aussi aux acteurs de terrain qui construisent les solutions d'accompagnement pour pouvoir en fait créer une vision stratégique et donc transformer le système d'accompagnement par la donnée en fait. Du coup, à partir d'une vision objective et chiffrée des besoins et des attentes. Et donc auparavant, j'ai commencé ma carrière en tant que consultant avant de travailler dans l'associatif. Et puis au bout de quelques années, je me suis tourné vers le monde du handicap. Et puis depuis, donc j'occupe le poste de chef de projet sur le projet Canopée. Alors pour ce webinaire, on a préparé un petit support en 3 parties. La préparation du dossier, le travail avec la CNIL et le dépôt de dossier. Donc, basiquement, on va repartir un petit peu sur le cadre légal. On est toujours sur le principe d'accountabilité, de redevabilité des acteurs, donc avec un allègement des obligations de formalité. Et on a toujours de base ces actions à mener qui sont la réalisation d'un registre, l'analyse d'impact à mener, l'information des personnes, l'encadrement de la relation avec les sous-traitants, la désignation d'un DPO et la sécurisation des données. Ces actions-là, elles sont tout le temps à prendre en compte. Alors, pour désigner un DPO, évidemment, on se pose la question si c'est pertinent ou pas. Là, on est dans du traitement de données de santé. On va partir du principe que, comme dans le cadre de l'association Observer et du projet Canopée, vous êtes sur une démarche de traitement de données de santé dans une quantité importante. Et si c'est pas une quantité importante, en tout cas, on considère que le DPO va être obligatoire. On part sur cet élément de base, sachant que si on fait un entrepôt de données de santé, la question ne se pose pas, il faut vraiment désigner un DPO. Là, Willy, avant même de se poser la question du projet d'entrepôt de données de santé, est-ce que tu peux nous parler un peu des actions que vous avez mis en œuvre pour la conformité d'Observer et plus précisément dans le cadre du projet Canopée? Et puis, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'éthique parce que c'est quand même quelque chose qui est fondamental pour vous? Oui. Alors en fait,
Donc à la base, on était rentré en contact avec la CNIL avant même la RGPD pour savoir comment, enfin, puisqu'il y avait déjà eu une première mouture du projet à partir de 2016 sur l'idée en fait, de rassembler beaucoup de données pour les exploiter, en faire des statistiques et donc pouvoir créer un pilotage territorial à partir de ces statistiques à partir de 2016 avec la création d'un premier outil. Et donc, dès ce moment-là, s'était posé la question avec des échanges avec la CNIL de comment procéder. Donc, à l'époque, il n'y avait ni la RGPD, ni le cadre entrepôt de données de santé qui est encore paru encore plus tard. Et donc, à l'époque, c'était beaucoup plus light, où on avait juste validé qu'il n'y avait pas besoin de stocker nos données sur un serveur particulier à l'époque. Ensuite est venue la RGPD en 2018, où là, ça a été, je l'avoue, un assez gros chamboulement parce qu'on n'était pas du tout câblé comme ça. Enfin, je pense que c'était le cas de peu d'entreprises, mais en tout cas, même si nous, on travaillait sur des données de santé, on on n'avait pas vraiment de processus de traçabilité, de tous les principes de minimisation, etc. Tout ça, c'était pas du tout dans la culture de l'association. Donc, il y a eu un travail de documentation important pour déjà comprendre ce que c'était la RGPD à l'époque. Et bon, en 2018, c'était quand même un gros travail. Et notre principale action, c'était de désigner un DPO et de regarder quels étaient nos traitements par rapport à ce que nous, on voulait faire en termes de... À l'époque, on n'appelait pas ça un entrepôt de données de santé, mais nous, on a notre observatoire, c'est comme ça qu'on l'appelait. D'accord. Alors justement, la question était de savoir sans doute, aussi pour vous, qu'est-ce qui allait rentrer dans cette notion de données de santé ou pas, par rapport à ce que vous collectiez? Oui, et justement, on avait... en fait, même à l'époque, sur Observer, donc en 2018, on était encore sur l'ancienne mouture du projet, qui avait encore plus de données de santé, puisqu'en fait, on rentrait des données comme la grille GEVA, donc une grille qui détaille les capacités d'une personne. Et donc, en fait, on avait vraiment essayé de voir, bah oui, quelles sont nos données qui seraient santé et celles qui seraient pas santé, et quelles sont les données qu'on garde ou qu'on garde pas. Donc, lorsqu'on est passé à la deuxième version, donc aujourd'hui le projet Canopé, en fait, on a beaucoup allégé nos données parce qu'en fait, il y a plein de données qu'on n'aurait pas pu vraiment exploiter au début et en plus qui étaient compliquées à récolter sur le terrain. Donc, on a décidé de vraiment alléger notre base de données pour se concentrer sur l'essentiel. Et aujourd'hui, en termes de données de santé, notre principale donnée de santé, ça va être la déficience des personnes. Euh, donc, quel type de handicap avec quel degré. Et pour l'instant, on a ce périmètre, puisqu'il y a, bon, dans le cadre du projet Canopé, dans le cadre du médico-social, en fait, la contrainte principale qu'on rencontre, c'est vraiment la capacité à avoir des données de qualité et donc la capacité à ce que des professionnels sur le terrain saisissent des données sur les personnes. Aujourd'hui, la culture du secteur n'est pas du tout celle de renseigner des données sur un logiciel et donc on travaille en même temps en fait sur ce point-là. Donc pour la donnée de santé, on est sur un périmètre qui est restreint mais en fait qui respecte le principe de minimisation parce que c'est à partir de déjà, rien qu'à partir de la déficience et des autres données qu'on va collecter, on sait qu'on va pouvoir mener des statistiques intéressantes et éclairer en fait la construction de solutions d'accompagnement plus pertinentes. OK. Alors, justement, avant de parler, du coup de la suite et du dossier en lui-même, on va revenir du coup, tu parlais des données de santé, de quelle typologie de données vous collectez. Donc pour rappel, hein, la donnée de santé, c'est bien une donnée à caractère personnel qui concerne la santé au sens extrêmement large, donc il faut être vigilant là-dessus. Donc des données relatives à la santé physique ou mentale, passée, présente ou future. Et là, je vais insister sur le passé parce que souvent, on attend, enfin, nous, on le voit dans des dossiers, hein, la collecte de données se pose pas du coup le stock, la question du stock. Donc la question aussi de l'historique de la santé, des traitements des personnes. Ça aussi, c'est une donnée de santé, même si c'est dans un temps passé, donc présente ou future.
d'une donnée physique, d'une personne physique, y compris des prestations de soins. Donc là, on va avoir tout ce qui est traitement, opération, traitement, enfin actes médicaux, qui relèvent des informations sur l'état de santé de cette personne. Et là, il faut avoir bien en tête la question de ce combo un peu entre la donnée et la finalité de cette donnée. Et là, le texte est extrêmement clair puisqu'il nous dit qu'il y a des données de santé par nature. Donc là, on a les antécédents médicaux, la maladie, les prestations de soins, par exemple. On a des données de santé par croisement. Donc, si on a votre poids, le nombre de kilomètres que vous marchez par jour, et puis votre alimentation, et qu'on en tire des conclusions. Alors dans ces cas-là, qu'on peut en tirer des conclusions, par exemple sur, je sais pas, un potentiel cholestérol, une sédentarité anormale par rapport à votre âge, on va avoir une donnée de santé par croisement et ensuite on a des données de santé par destination, dans le sens où c'est vraiment l'utilisation qui en est faite sur un plan médical qui va qualifier la donnée de santé. Une petite alerte aussi, la donnée de santé, enfin la donnée n'est jamais de santé lorsqu'elle est à usage exclusif d'une personne. Donc ce qu'il y a sur votre podomètre, s'il y a que vous qui le regardez, ça ne sera pas une donnée de santé. Donc là, la société qui met en œuvre le podomètre, si elle n'en fait rien, ce ne sera pas une donnée de santé. Ici, dans le projet Canopé, ce qui est intéressant, je pense que là, Willy, il faut que tu nous expliques l'objectif du projet. C'est justement que les données qui sont des données de santé par nature, dont tu as parlé, comme le degré de handicap, mais également par croisement peut-être vis-à-vis d'autres données qui sont collectées, ou il faut peut-être que là, tu expliques à quoi sert le projet Canopé, quel est l'objectif du projet Canopé pour qu'on comprenne pourquoi l'entrepôt de données de santé était pertinent comme choix vis-à-vis d'objectifs poursuivis par Canopé. Oui, alors effectivement, nous, notre objectif, c'était en fait, de pouvoir mettre en place des sortes d'indicateurs on peut le vulgariser comme ça, des sortes d'indicateurs de satisfaction des besoins et des attentes des personnes. En fait, c'est de vraiment offrir une vision aux décideurs publics et aux professionnels qui accompagnent les personnes sur une vision précise et objective des besoins et des attentes, et de les mettre en regard avec la situation que vivent les personnes en situation de handicap sur un territoire, ou au niveau d'une région, ou bien même au niveau national. Et donc pour ça, en fait, on voulait avoir suffisamment de données qui puissent être justement croisées euh, pour, euh, pour pouvoir en fait questionner, poser plein de questions différentes à la base, et pouvoir ainsi répondre aux différents types de questions que pourrait se poser soit par exemple une ARS ou un conseil départemental, soit une association gestionnaire d'établissements médico-sociaux quand elle veut faire son CEPOM, quand elle veut créer un plan à 5 ans et construire une stratégie sur quel type d'accompagnement elle va faire, ou bien même sur un groupement en fait d'acteurs au niveau d'une région, par exemple, pour qu'ils se coordonnent et qu'ils voient, en fonction de la population qu'il y a à accompagner, comment ensemble ils travaillent pour mieux justement collaborer et apporter des solutions satisfaisantes pour l'ensemble des personnes de ce territoire. Et donc pour ça, on voulait avoir quelque chose qui soit euh, qui ait suffisamment de matière et qui puisse être justement que laisser la possibilité aux différents utilisateurs de jouer avec les données pour qu'ils puissent créer différents graphiques à partir des données, enfin différentes statistiques, et répondre à différentes questions qui pourraient se poser au fur et à mesure. Donc c'est pour ça en fait, on avait un peu l'envie d'avoir un maximum de données, mais en même temps, la RGPD et l'entrepôt de données de santé nous poussent aussi à minimiser au maximum les données qu'on a en fonction justement du besoin réel d'utilisation. Tout à fait. Alors justement, quid vis-à-vis du Health Data Hub? Dans quel sens? Est-ce que vous pouvez préciser votre question, s'il vous plaît? On nous pose la question dans le chat, quid vis-à-vis du Health Data Hub? Mais là, j'ai besoin de précision parce qu'il y a eu beaucoup, ça peut être sur beaucoup de sujets. Alors, pour Et, continuer, oui, vas-y. et peut-être juste pour donner quelques exemples de données, en fait, nous, on va par exemple recueillir
des données sur la scolarisation. D'ailleurs, ça a été pointé dans le dernier rapport de la Défenseure des droits, qu'aujourd'hui, on avait très peu de données sur la scolarisation des enfants en situation de handicap. On ne sait pas combien d'heures ils sont scolarisés toutes les semaines, combien d'heures d'AESH, donc c'est les accompagnateurs qui viennent les aider à suivre les cours lorsqu'ils en ont besoin. Ça, on n'a pas du tout les données. Et donc, nous, on a demandé à ce que ce soit justement rajouté au niveau des logiciels de saisie, des dossiers de l'usager, pour nos éditeurs de logiciels partenaires et qu'ensuite, il y a tout un travail de saisie des professionnels de terrain pour qu'on ait justement cette vision et qu'on puisse regarder par territoire, est-ce qu'il y a des lacunes en termes de scolarisation et si oui, comment est-ce qu'on y répond. D'accord. Ok. Alors, on nous dit dans le chat, donc, le S-Data Hub est un projet titanesque de centralisation des données de santé françaises au sein d'un seul et unique entrepôt de données. Et on nous demande, n'est-ce pas là votre source? Alors, la question. Bon, Willy, je vais te laisser répondre, mais a priori, non, c'est pas votre source. Non, d'ailleurs, le Health Data Hub, il me semble que ça concerne que le sanitaire aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Et c'est Exactement. plutôt Ouais. effectivement rassembler des données des gros des gros mini entrepôts, je sais pas, mais ils sont déjà gros dans ce qu'il y a dans les différents CHU. Nous, on crée vraiment notre propre entrepôt de données. C'est pour ça qu'on a dû faire toutes les démarches pour le justement pour le médico-social. Et pour ça, en fait, la manière dont on procède, c'est qu'on va se connecter en fait, on noue un partenariat tripartite entre les éditeurs de logiciels DUI, donc dossier de l'usager informatisé, ce qui est l'équivalent du dossier médical patient et qui contient beaucoup d'informations sur la personne en termes administratifs, d'accompagnement au jour le jour, de traitement et de dossier médical. Donc nous, on va prendre qu'une partie, on va pas vraiment pas prendre l'ensemble des données, mais on va prendre une partie de ces données et les consolider dans notre entrepôt de données. Et donc, effectivement, nous, on se base pas sur les données qu'il y a dans le LS Data Hub, qui est vraiment un projet, enfin, nous, on est vraiment un projet à part du LS Data Hub pour l'instant. Voilà. Donc, est-ce que ça répond à votre question? Du coup, pour le régime des formalités, la question s'est posée avec l'équipe de Canopé de savoir ce que l'on allait réaliser comme formalité et si c'était indispensable de réaliser des formalités. On a un régime d'autorisation qui porte sur 3 hypothèses et divisé en 2. Donc, un régime d'autorisation qui est le traitement présentant une finalité d'intérêt public, les traitements automatisés dont la finalité est ou devient la recherche et l'étude dans le domaine de la santé, ainsi que ou l'évaluation ou l'analyse des pratiques et des activités de soins ou de prévention, et un régime de demande d'avis avec, là, on est plutôt sur un acte réglementaire. Donc nous, on était de toute façon, de facto, pas sur les demandes d'avis, le régime de demande d'avis, puisqu'on n'était pas dans le cadre d'un projet d'acte réglementaire. En revanche, vous retrouvez sur la CNIL, et ça c'est important, vous retrouvez une petite infographie que j'ai copiée là, et puis je vous ai mis le lien. De toute façon, on vous envoie le support, donc vous aurez ces éléments qui permet de déterminer si vous êtes soumis ou non au champ des formalités préalables. Nous, très vite, hein, on a déterminé qu'on était dans ce champ de formalités préalables. Willy, je peux te laisser expliquer pourquoi vis-à-vis du projet. Alors déjà, le projet, il a plutôt été câblé, enfin d'ailleurs, d'où le LS Data, on va dire, c'est un peu l'archétype, mais le cadre entrepôt de données est plutôt fait pour basé sur ce qui se passait dans les hôpitaux, en fait. Et donc, nous, on est un peu en dehors, parce que le médico-social est un peu en retard sur la digitalisation et sur tous ces éléments. Donc, déjà, on n'était pas exactement dans le cadre. Par ailleurs, un des points qui était stipulé dans le cadre, c'était vraiment la finalité d'intérêt public et la notion d'intérêt public et ou d'établissement. Enfin, il y avait un peu cette notion floue où nous, on servait un intérêt général, mais qui n'était pas certain d'être considéré comme un intérêt public. Tu me corriges si je me trompe, mais il me semble que ça, Tout c'était à vraiment un des fait, points où on s'est exactement. pas mal creusé la tête en se disant, OK, comment est-ce qu'on présente le dossier pour vraiment montrer que c'est un intérêt vraiment très large et qui a vraiment comme visée d'améliorer la condition de tout un pan de la population, mais qui pourtant ne rentrerait pas dans la définition stricto sensus de l'intérêt public. En effet. En fait, on a un intérêt
public, mais enfin un intérêt général, en tout cas pour l'association et pour le projet Canopée, mais ça ne correspondait pas du tout à la définition du projet, enfin de l'intérêt général tel que, enfin l'intérêt public tel que défini par le texte. Et là, on s'est retrouvé un petit peu puisque il y a un référentiel auquel on ne pouvait pas prétendre, puisque tout était bon dans le cadre du projet sur le référentiel, sauf la définition du projet en lui-même. Donc ça mettait un petit peu tout par terre. Donc on a finalement décidé de faire cette demande, enfin cette déclaration préalable dans le cadre de l'entrepôt de données de santé. Mais sinon, on était bon sur l'intégralité des attentes du référentiel. Donc il y a juste cette notion qui n'était pas conforme aux attentes du référentiel et tout le reste était OK. Donc on a fait cette demande et effectivement, si on reprend les attendus des documents en interne que nous avions préparés, quel que soit le régime, donc avis ou autorisation, je parlais au tout début du webinaire des attentes du texte. En fait, c'est les mêmes qu'on retrouve ici pour les entrepôts de données de santé, notamment le renseignement d'un registre, etc. Les attentes que vous connaissez en termes de conformité. Ici, dans le projet Canopée, vraiment le point dur était sur la notion d'intérêt public qu'on ne pouvait pas remplir, mais en revanche, on avait rempli tout le reste. Ici, je pense que là, ce qui peut être intéressant, Willy, c'est quand même qu'on parle, notamment, tu as parlé de la relation tripartite. La formalisation, et je ne vais pas m'étendre sur l'effectivité de l'information délivrée aux personnes, parce que ça, on a pu produire un certain nombre de livrets, de documents qui sont accessibles. Et là, je vais juste insister sur un point, c'est une accessibilité, c'est pas que matériel. Il faut aussi que l'accessibilité soit dans les termes utilisés, surtout que Willy, votre projet, il porte sur des gens qui sont porteurs de handicap. Donc, si on s'adresse à des personnes qui sont porteurs de handicap, il ne faut pas qu'on s'adresse à eux dans potentiellement un langage qui ne permettra pas l'accessibilité au contenu du document. Je pense que là, il faut se poser la question d'à qui on s'adresse. On parle de, par exemple, malvoyants. On ne peut pas s'adresser à eux. Enfin, il faut adapter en fait les contenus dans le document et aussi dans les phrases utilisées. Enfin voilà, il y a vraiment cette question d'accessibilité. Willy, si tu peux en parler, je pense que ça c'est important. Et ensuite, il y a en deuxième difficulté. Allô? Est-ce que c'est ma connexion? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on dirait que vous m'entendez. Bah, je vais en profiter pour répondre à la question sur les données nominatives de Rogbib Hassani. Donc, nous, on collecte que des données pseudonymisées. En fait, les données qui partent des logiciels des éditeurs sont pseudonymisées avant d'être envoyées dans la base. Et d'ailleurs, il me semble que, si je me trompe pas, ça fait partie de... En tout cas, ça facilite grandement le travail auprès de la CNIL de dire que voilà, ce que nous, on a dans notre entrepôt, c'est pas des données nominatives, parce que sinon, en termes de cybersécurité, ça rajoute vraiment beaucoup plus de contraintes. Tout à fait, tout à fait. Ça augmente la difficulté. Tu n'as pas entendu ce que je disais du coup. Je te Non. demandais je te demandais si tu pouvais revenir sur la notion d'effectivité de l'information face à un public, notamment dans le cadre du projet Canopée, qui est un public avec différents handicaps, sur la lisibilité voilà, des éléments que vous allez communiquer aux gens pour qu'ils comprennent la finalité de la collecte et ce qui va être fait, et que l'information puisse être correctement et efficacement délivrée. Oui, alors, peut-être avant, il y a une question par rapport à la slide précédente de Manon Larosa. Est-ce qu'on est parti sur une déclaration de conformité? Alors, non, on n'est pas parti sur une déclaration de conformité parce que, alors, on a structuré notre projet comme une déclaration de conformité, mais comme la question de l'intérêt public
ne pouvait pas, en fait, on n'était pas sur cette notion d'intérêt public. On n'a pas pu, on a fait une vraie déclaration. On va vous montrer après les différentes étapes. C'est sur la dernière partie. Alors, du coup, nous, effectivement, c'est un vrai enjeu et par rapport à l'éthique, je me rends compte que je n'ai pas répondu à ta question tout à l'heure. Effectivement, bah, l'éthique, et d'ailleurs, le cadre anthropo de données de santé met vraiment l'éthique au centre aussi en avant, en fait. Et donc, c'était important pour nous que les personnes puissent décider en ayant conscience des tenants et des aboutissants du projet, de ce qu'on allait faire des données. Et donc, pour ça, en fait, on a travaillé avec les associations gestionnaires, donc qui sont au contact des personnes. On a travaillé sur un document d'information donc du projet et aussi des droits des personnes en FALC, donc effectivement facile à lire et à comprendre, puisque notre public principal aujourd'hui concerne des personnes qui ont des troubles du neurodéveloppement, donc soit des déficiences intellectuelles, soit des troubles du spectre de l'autisme ou des troubles cognitifs. Et donc l'idée, c'était vraiment de faire le plus possible pour qu'elles puissent bien comprendre le projet Canopé, les données qu'on allait rassembler et puis l'usage qui allait en être fait. Et puis aussi bah, le fait qu'elles peuvent s'opposer sans problème si elles le souhaitent et quelle est la procédure avec à la fois aussi un document de refus, puisque dans le cadre d'un entrepôt de données de santé, l'avantage administratif pour la gestion de l'entrepôt, c'est on gère les refus et on ne collecte pas les validations, les consentements. On on ne collecte que les oppositions au traitement de données. Donc en fait, ça simplifie la démarche quand même, puisque globalement, de ce qu'on voit aujourd'hui, et par l'information qu'on a faite auprès des personnes, on a eu vraiment un taux de consentement, on va dire plutôt, on a eu un taux de refus très faible, de l'ordre de 10% maximum. Ce qui est vraiment, je pense que si on avait dû demander à signer un papier pour avoir un consentement, là, ça aurait été on aurait eu un taux de perte beaucoup plus important. Et donc, juste pour information, donc effectivement, le document en FALC, on l'a fait travailler dans un ESAT, donc un établissement qui accompagne les personnes en situation de handicap dans le monde du travail, et donc qui était spécialisé vraiment dans la création de ce type de document. Donc vraiment, tout a été fait dans les règles de l'art. Moi, je pense que c'est important d'axer là-dessus. Et ensuite, je voulais que tu reviennes sur le travail qu'on avait fait sur la formalisation des rôles et responsabilités des acteurs avec les différentes parties prenantes au projet, qui a été un très long travail pour arriver à déterminer qui fait quoi et notamment dans le dépôt de demande d'autorisation qu'on a fait, c'est quand même un des points qui est revenu le plus souvent dans les discussions qu'on a eues avec la CNIL, c'était de déterminer le rôle des sous-traitants, ce qu'ils allaient faire, etc. Est-ce que tu peux revenir là-dessus? Oui, je dirais qu'il y a un peu deux catégories ou deux degrés de difficulté. Il y en a un qui était assez simple. Par exemple, si on prend notre hébergeur de données, bon, c'est un hébergeur de données de santé, Prolival, où là, effectivement, c'est clair que c'est un sous-traitant, donc il n'y avait pas vraiment de question à se poser. On- on suit juste la procédure classique, RGPD, et donc c'est assez simple. Ce qui était plus complexe et qui nous a demandé effectivement plus de travail, c'est en fait, ce qui s'est passé au niveau de notre partenariat tripartite entre l'association Observer, donc nous, qui gérons le projet Canopé au global, les associations gestionnaires qui accompagnent les personnes au quotidien dans leurs établissements et services et qui saisissent les données dans les logiciels DUI, et la troisième partie qui sont les éditeurs de logiciels DUI qui, eux, mettent déjà à disposition leur outil aux associations gestionnaires, mais qui viennent en plus nouer un partenariat avec nous dans ce cadre-là pour modifier leur outil, mettre à disposition une passerelle informatique entre leur logiciel et notre base de données et réalisent en quelque sorte un traitement supplémentaire puisqu'effectivement, il s'agit de l'envoi de données pseudonymisées, donc ça demande de pseudonymiser les données, de les envoyer au bon endroit de manière sécurisée dans notre base. Donc là, il y a eu effectivement pas mal de discussions avec la CNIL
Donc au final, ce qu'on a retenu, c'est que pour les organismes gestionnaires les associations gestionnaires d'établissements et services, eux, ils vont utiliser les données, ils vont avoir leur mot à dire dans euh, l'usage des données. Et donc, ils sont bien co-responsables de traitement, puisqu'en fait, eux aussi, ils vont pouvoir nous dire, bah attendez, on va plutôt faire tel tableau de bord, non, on va plutôt récolter ou envoyer telle et telle donnée, parce que nous, on en a besoin pour, je sais pas, monitorer le travail, donc on va rajouter le nombre d'heures hebdomadaires travaillées dans les ESAT. Je donne un exemple comme ça, où, enfin, plus tard, on pourrait dire, bah voilà, on veut rajouter la grille GEVA pour savoir quelles sont les capacités des personnes au quotidien, donc on va le rajouter dans l'entrepôt de données. Par contre, les éditeurs, eux, ils n'ont pas cette fonction-là, on va dire. Eux, ils nous mettent à disposition leur outil avec la passerelle qui va bien, mais ils vont pas vraiment nous indiquer qu'est-ce qu'ils veulent faire des données. Donc, pour un éditeur en particulier, ils ont souhaité être sous-traitants et non pas co-responsables de traitement. Et donc, en fait, Exactement. on se retrouve avec une co-responsabilité de traitement avec l'organisme gestionnaire et l'éditeur de logiciel DUI en tant que sous-traitant. Alors peut-être pour répondre sur aussi la question du fondement, je pense que c'est intéressant de revoir pour répondre. Nous, alors on parlait de consentement tout à l'heure parce qu'il fallait une adhésion des personnes concernées et des organismes gestionnaires au projet pour que ça fonctionne. Mais le fondement du projet, c'est bien l'intérêt légitime. Donc, on s'est fondé sur l'intérêt légitime pour déposer le dossier. Je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que, alors on parle de données personnelles, enfin de données pseudonymisées. Alors, en effet, ce sont toujours des données personnelles, évidemment. En revanche, là, dans le cadre du projet Observer, il y a deux cycles de pseudonymisation. Donc, il y a une première pseudonymisation et une seconde pseudonymisation du pseudo. Donc, ça rend plus complexe, vraiment plus complexe, le fait de remonter et d'identifier la personne, puisqu'on est sur des pseudos de pseudos. Donc voilà, je pense que ça c'est important de le préciser. Et donc on est bien sur la question, enfin sur l'intérêt légitime comme base légale, puisque la base légale du traitement de données, enfin de l'entrepôt de données de santé, était bien l'article 6.1 du règlement. Voilà. Donc, voilà, si ça peut vous rassurer, on n'est pas du tout parti sur le consentement, ce qui aurait des conséquences extrêmement compliquées, même si on gère le refus et que c'est pour moi enfin, c'est important aussi qu'on puisse justifier auprès de la CNIL qu'on gère le refus ou la volonté de la personne de se retirer de l'entrepôt. Avez-vous effectué une balance des intérêts qui justifie le fondement de traitement? Alors oui, on l'a fait dans le cadre, alors je ne vais pas le détailler là, mais on a fait ça dans le cadre de l'analyse d'impact, hein. On a réalisé une analyse d'impact très complète. Je pense qu'on va pouvoir maintenant, enfin aussi peut-être expliquer comment on a travaillé, et notamment pour l'obligation d'encadrer donc par un acte juridique, donc formaliser les traitements avec les sous-traitants, donc qu'évoquait Willy. On a travaillé avec la CNIL sur ces aspects et c'était extrêmement enrichissant. On a travaillé avec eux sur le volet juridique. Donc, c'était important qu'on sache vraiment quelles étaient leurs attentes parce que au-delà de ce qui est expliqué dans le référentiel, d'un point de vue concret, savoir qu'est-ce qu'ils attendaient et pour éviter qu'on ait trop d'allers-retours. Et puis on a travaillé avec eux d'un point de vue technique pour expliquer quelles étaient les différentes étapes, quelles étaient les différentes modalités techniques enfin que le projet mettait en œuvre pour garantir la sécurité des données et la sécurité des traitements tout au long de l'exploitation et de la vie de la donnée. Donc là, je rappelle juste que c'est une obligation. Là, j'ai remis par l'illustration la sanction qui avait été rendue par la CNIL sur la société SlimPay. Alors, c'est pas le cas d'un entrepôt de données de santé, mais en tout cas, on est vraiment sur la partie de l'encadrement obligatoire de la relation avec le sous-traitant. Vous l'avez sans doute tous en tête, mais je voulais vraiment le rappeler parce que on peut peut-être
par souci de facilité, passer un petit peu rapidement sur cette documentation qui est pourtant vraiment essentielle. Là, Willy l'a dit, on a beaucoup travaillé avec les partenaires du projet pour déterminer quelles étaient leurs fonctions et donc leurs responsabilités au sein du projet vis-à-vis du projet en lui-même, mais aussi vis-à-vis de la loi informatique et liberté du RGPD. Je pense que là, ce qui est intéressant peut-être, Willy, c'est de voir comment vous avez approché la CNIL au démarrage et et les remontées que vous avez eues qui étaient quand même intéressantes et nous, on est arrivé en fait, ils avaient déjà commencé à travailler avec la CNIL et donc on est arrivé en cours de projet. Peut-être que tu pourrais expliquer comment tu les as contactés, enfin, avec quelles questions tu es arrivé vers eux. Oui, alors en fait, déjà, on avait commencé à échanger avec la CNIL sur des questions RGPD un peu en amont parce qu'on avait besoin d'être un peu guidé. C'était en novembre 2020. Et en fait, à l'époque, le cadre légal n'était pas encore sorti. Je me souviens plus quand est-ce exactement ils ont sorti une consultation. Ils avaient déjà un projet en fait du cadre légal, mais il n'était pas encore validé. Et donc, en fait, tout le processus en fait, d'obtention de la validation de la CNIL s'est fait pendant qu'eux-mêmes, en fait, ils affinaient le cadre légal et qu'ils l'ont validé par la suite. Et donc, en fait, quand on a échangé avec la CNIL, effectivement, au début, on est tombé un peu par hasard sur une page qui disait, bah voilà, la possibilité de créer des entrepôts, enfin, le gouvernement qui mentionnait l'entrepôt de données de santé, parce qu'au début, on n'avait pas connaissance de ce point-là. Et donc, on a commencé à les questionner sur est-ce que on pourrait ou non rentrer dans ce cadre, vu la nature du projet, le fait de vouloir rassembler beaucoup de données et les mettre au service, justement de l'intérêt général, notamment soit les pouvoirs publics, soit les acteurs qui accompagnent les personnes. Et au fur et à mesure, on est rentré dans des discussions pour voir si et comment surtout on pouvait nous devenir compliant, enfin rentrer vraiment dans les clous de l'entrepôt de données. Sachant qu'à l'époque, c'était pas encore complètement défini, donc il y a eu pas mal d'allers-retours à la fois avec le, le service juridique pour savoir si dans le cadre légal on rentrait, et puis aussi beaucoup, et ça répond, enfin là par rapport à la question quel sous-traitant est-ce qu'on a négocié, aussi beaucoup avec la partie technique, puisque bah, on avait quand même une première version de l'outil, mais il y avait plein de choses qu'on n'avait pas intégrées par rapport à ce que demandait la CNIL à l'époque. Et donc, on a travaillé en parallèle avec nos sous-traitants pour voir si, par exemple, sur le stockage des données, on était au bon niveau, quelles étaient les autres mesures qu'il y avait à mettre sur notre applicatif. Enfin, voilà, il y avait un gros travail qu'on a pu faire euh, avec justement le service technique de la CNIL. Et on a eu peut-être 5-6 réunions, notamment sur la partie technique, et qui nous a beaucoup guidé pour comprendre les attentes de la CNIL, qui à l'époque n'était pas encore formalisée dans la grille telle qu'elle est fournie aujourd'hui, qui rend quand même la compréhension de ce qu'il y a à faire ou pas faire plus simple. Et donc à l'époque, ça s'est plus fait à l'oral en fait, en disant ben voilà, nous on est ça, on a tel degré de firewall. Est-ce que ça suffit? On a mis justement, on a mis une pseudonymisation. Est-ce qu'il en faut une deuxième? Enfin, voilà. Il y a eu beaucoup d'échanges qui se sont faits lors de réunions avec le service technique de la clinique. Exactement. Et dans le cadre de ce projet, nous, dans le cabinet, pour accompagner le projet, on avait proposé un certain nombre d'attendus qui étaient au nombre de 6 que je vous ai affichés là. L'idée, c'était vraiment de couvrir aussi durant ces échanges avec la CNIL la production d'un certain nombre d'éléments, notamment pour rendre plus sécurisé le dossier lorsqu'il est déposé en fait. Donc on va vous détailler après les différentes étapes du dépôt. Pour nous, c'était intéressant de pouvoir travailler avec la CNIL. Donc, comme le disait Willy, au moment où nous, on rentre dans le dossier, le référentiel est tombé. Donc, on vient dans une position beaucoup plus confortable que quand ils ont commencé à travailler avec la CNIL, puisque la création du référentiel n'existait pas encore. Mais sur ce point, je voudrais d'ailleurs saluer, il a été produit il y a quelques jours
enfin ça se compte en semaines maintenant, une checklist des attendus dans le cadre d'un projet d'hébergeur, enfin d'entrepôt de données de santé. Je peux vous le partager si vous voulez, ou sauf si, mais il y a une checklist de conformité qui porte sur le référentiel. Alors nous, c'est ce qu'on avait fait d'un point de vue méthodologique, hein. On avait pris le référentiel, on l'avait mis sous Excel et puis on a fait des cases pour savoir, dans le cas du projet Canopé, ce qui était, enfin voilà, ce qu'on avait en face, en fait, d'un point de vue opérationnel. Ça nous a permis de voir s'il y avait des écarts entre le référentiel et le projet. Et notamment, on a eu un gros écart sur l'intérêt général. Et puis après, on s'est rendu compte qu'on respectait un certain nombre de points. Et il y a eu un travail avec l'analyse d'impact. On a croisé en fait ces éléments pour aller corriger d'un point de vue technique un certain nombre d'attendus que vous retrouvez dans le référentiel sur l'aspect technique. Là, on pourrait d'ailleurs souligner que les longues discussions qu'on a eues avec la CNIL sur l'aspect technique ont bien soulevé le fait qu'ils étaient très inquiets de l'utilisation d'hébergeurs en données de santé qui étaient des hébergeurs non européens. Et ils ont soulevé à plusieurs reprises la volonté qu'il n'y ait pas des hébergeurs en données de santé non européens, sur l'aspect notamment accès à la donnée par des lois extraterritoriales. Je ne sais pas si tu te rappelles, Willy, les échanges qu'on avait eus sur ces aspects, et notamment d'un point de vue technique, parce que c'est un enjeu en fait. Oui, en fait, ça nous a poussé à, du coup, à travailler avec un hébergeur français et en fait, du coup, de ne pas utiliser une solution cloud. Parce qu'en fait, la solution de visualisation qu'on utilise, Elastic, est produite, développée par une société américaine et elle a une solution cloud et on aurait pu, en fait, en tant qu'association, bénéficier d'une version premium gratuite parce qu'ils ont une offre ONG. Mais par contre, même si les données étaient stockées en France, en fait, comme c'était géré par une société américaine, la CNIL nous a tout de suite mis un feu rouge en nous disant non, non, vous pouvez pas, il faut que ce soit vraiment stocké sur et géré par une société française et pas américaine. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est que on a continué à utiliser cette solution élastique, mais on l'a on-premise, donc sur les serveurs gérés par Prolival, une société française. Voilà, du coup, ça, c'est vraiment dans le cadre de la constitution du dossier. Ça a été un point dur de pouvoir expliquer mécaniquement, enfin techniquement, comment ça se passait pour rassurer la CNIL, parce qu'on utilisait une solution qui était déployée par un acteur non UE, d'un point de vue, donc comme le disait Willy, hors cloud, pour se prémunir d'un point de vue technique de l'accès aux données par extraordinaire de la mise en œuvre d'une loi extraterritoriale. Ce point, il est difficile parce que lorsque vous êtes sur des projets comme ça, et là c'était le cas parce que c'est une association, la question de l'allocation des budgets et donc d'aller trouver un partenaire qui va faire gratuitement, qui va mettre à disposition gratuitement l'offre dont vous avez besoin au regard de la finalité et des modalités dont vous avez besoin dans le cadre du projet, elle est très centrale. Et là, il y a un arbitrage qui est compliqué à réaliser. On est presque au-delà un peu de la question de la protection des données. On est vraiment sur les viabilités de projet à ce moment-là. Donc, lorsque on crée des projets sur ces aspects-là, c'est une question à mettre très rapidement sur la table aussi. Parce que si vous avez des acteurs très bien intentionnés qui veulent vous aider, mais qui ne vont pas remplir les attentes CNIL, en réalité, votre projet ne va pas survivre. La CNIL peut refuser de vous permettre ce traitement. Donc, c'est compliqué de faire cet équilibre. Il faut arriver à négocier ces points-là dès le démarrage du projet. Donc voilà, j'insiste un peu là-dessus parce que c'est un point qui nous a un peu fait évoluer le projet en cours de route. On était avec une analyse d'impact avec un cloud, on est passé sur une analyse d'impact on-premise, on est passé avec un risque faible mais existant d'accès aux données par un tiers dans le cas de
de loi extraterritoriale à l'anéantissement de ce risque, puisqu'on est passé, enfin en tout cas, carrément, enfin oui, anéantissement du risque, on peut dire, puisqu'on est passé du cloud à on-premise, ça change du coup l'AIPD qui est faite, vous allez la faire différemment, les équilibres vont plus se trouver au même endroit. Et quand vous êtes en on-premise, vous avez d'autres risques qui naissent, puisque vous n'avez plus la même maintenance. Enfin, voilà, ça crée d'autres difficultés qu'il faut avoir en tête. Donc là, on est loin du cadre légal, hein, on n'est pas. C'est vraiment là la confrontation, je dirais, concrète des attentes de la CNIL au quotidien. Donc par rapport au projet. Ça, je pense que pour Willy, je me rappelle, on a eu, enfin, on s'arrache un peu les cheveux au bout d'un moment parce que on se dit, on a une solution avec une garantie, parce que derrière un cloud, il y a aussi une garantie de sécurité, de maintenance. Enfin voilà, il y a quand même un nombre de services. Vous avez un PRA, un PCA, enfin tout ce qui va bien dans le cadre de la sécurité, de la maintenance de vos données. Et on vous dit, bah non, parce que là, c'est gratuit, c'est sympa, et c'est au niveau, hein, puisque en plus, Elastic est au niveau en termes de sécurité, mais c'est pas au niveau en termes de risque juridique, c'est pas au niveau, donc c'est non. Et c'est très compliqué pour les porteurs de projets en cours de route de dire ok, bah, on va trouver une solution, il faut trouver un financement, il faut trouver une méthodologie différente, etc. Donc ça, je pense que Willy, pour vous, ça a été quand même une grosse étape, quoi. Ouais, c'était un moment assez inconfortable du projet, je dois l'avouer. Mais au final, bah, genre, on est très content de notre partenariat avec Prolival et, et pour aussi, enfin, justement en termes éthiques et pour la qualité du service qu'on propose, je pense que c'était aussi la bonne décision et que la CNIL pousse dans ce sens-là. Maintenant, c'est vrai que un conseil que je donnerais, c'est si on le sait, de s'y prendre dès le début, en fait. Parce que nous, on a fait un revirement en plein milieu. C'était pas agréable de devoir changer un peu l'infrastructure technique et de chercher effectivement des partenaires comme ça. Donc si vous constituez un dossier à partir de zéro, bien l'avoir en tête, ce point-là qui peut, parce qu'aujourd'hui en fait beaucoup de services cloud passent par des sous-traitants américains ou enfin voilà en fait ou d'autres pays et parce que c'est eux qui ont la techno, mais du coup ça en fait pour un entrepôt de données de santé c'est vraiment limitant. Donc faut bien l'avoir en tête avant d'entamer même le dossier légal, on va dire bien comprendre la partie technique et est-ce que ça utilise des technologies qui sont étrangères et si oui, bien vérifier que la CNIL serait d'accord avec pour pas avoir à changer Voilà. en cours de route. Je ne sais pas si dans le chat, si vous pouvez nous dire si vous avez déjà expérimenté cette situation de revirement, mais voilà, nous on est arrivé un peu à ce moment-là en fait, hein, du revirement. Il a eu lieu 2 mois après notre arrivée dans le dossier, et c'est vrai que voilà, ça nécessite de tout refaire, de tout représenter, puisque ça a un changement majeur en fait dans le cadre de ce type de dossier. On va avancer un peu parce que je vois que l'heure tourne. Donc le dossier, donc là, on va revenir vraiment sur la constitution du dossier. Bah, je sais pas pourquoi j'ai 2 fois la même slide, on s'en fiche. Donc, lorsqu'on a soumis le dossier à la CNIL, là, donc là, je vous ai affiché le formulaire type. Alors, vous voyez dans le formulaire, on va passer rapidement sur le démarrage, notamment sur le déclarant. C'est pas c'est pas essentiel. En revanche, ce qui est essentiel, c'est de savoir si vous avez un transfert de données hors UE. Et là, notamment, la question de l'hébergement est fatale sur cet aspect-là, parce que en fonction de là où vous hébergez, vous avez un transfert de données, même si c'est le sous-traitant du sous-traitant. Si vos données elles partent, elles sont hébergées, même à titre de sauvegarde ou juste quelques fractions de secondes sur des serveurs hors UE, là vous allez cocher oui, et donc là vous avez toutes les démarches liées aux clauses contractuelles, si c'est applicable, au BCR, etc., qui vont à ce moment-là rentrer en ligne de compte et qui complexifient de manière massive votre dossier. Donc là-dessus, voilà un petit point d'alerte vraiment sur toute la chaîne de sous-traitance, sur toute la chaîne de vie de la donnée, se poser la question de où va ma donnée, c'est vraiment essentiel dans le cadre du dépôt de projet, parce que là-dessus, et d'ailleurs c'est la première question qu'on vous pose, vous aurez potentiellement des difficultés à répondre et notamment à montrer que la sécurité de la donnée, son intégrité et son non-accès par des personnes non autorisées est garantie.
Ensuite, sur la sécurité, là, on a voulu avec Willy parler de sécurité préventive parce que c'est un des aspects qui a été le plus sollicité par la CNIL sur l'aspect technique. Est-ce que, Willy, tu peux parler un petit peu des modalités de sécurité préventive qu'on avait mis en œuvre, enfin que vous avez mis en œuvre dans le projet Canopé? Parce que vraiment, c'est un des points qui a été le plus sollicité. C'est vraiment c'est important ce qu'on fait a posteriori de l'accident, enfin de l'incident de sécurité, mais en prévention, ils sont vraiment, vraiment très à cheval. Et d'ailleurs, c'est super. Enfin, nous, c'était vraiment une super opportunité de monter au bon niveau de sécurité, de se mettre vraiment là où on devrait être quand on manipule les données de santé. Donc, au final, ça a été un travail de longue haleine, mais on est content de l'avoir fait. Et donc, il y avait notamment des exigences sur la pseudonymisation, avec une double pseudonymisation, sur les accès qu'on a au niveau de l'entrepôt, avec justement une authentification double facteur, qui permet de vraiment s'assurer qu'on on a plus de mal à rentrer enfin que pas n'importe qui puisse rentrer, qu'il y a aussi un vrai suivi des accès, des comptes. En fait, pour par exemple pour les personnes qui partiraient de l'association, qui n'aient plus accès sous combien de temps, donc en termes de process. Il y a la journalisation aussi, qui est un gros point, c'est-à-dire qu'on puisse suivre différentes tracer en fait les différentes actions qui sont menées sur la base et pouvoir revenir dessus en cas d'attaque, mais aussi même, et ce qui demande la CNIL, c'est qu'on ait un examen tous les 2 mois des traces pour vérifier qu'il n'y a pas d'anomalie dessus. Donc, en fait, toutes les mesures sont détaillées dans le référentiel où il me semble que dans la checklist, en fait, ils orientent pas mal. Mais c'est vrai que c'était un gros travail de notre côté, euh, mais qui est très bénéfique parce qu'en fait, on n'a pas envie de se retrouver, d'avoir de la mauvaise pub, on va dire. Bon, déjà, on n'a pas envie que les données partent n'importe où, et puis on n'a pas envie d'avoir de la mauvaise pub, ce serait vraiment fatal pour le projet s'il y avait une grosse fuite et qu'on n'avait pas fait le nécessaire justement. Après, on n'est jamais, il n'y a pas de risque zéro, mais au moins on a fait voilà, les choses dans les règles de l'art, telles que demandées par la CNIL sur la cybersécurité. Je sais pas si Ouais, tu veux que alors je détaille plus non, bah, les... je peux peut-être parler en tout cas de points qui étaient intéressants parce que donc, vous le voyez dans les mesures qui sont attendues, il y a un certain nombre de points. Donc, il y a évidemment les sauvegardes, les mesures contre les intrusions. Il y a des mesures pour assurer la confidentialité des données. Donc là-dessus, vous regardez par rapport au référentiel, par rapport à la checklist qui a été publiée, ce que vous mettez en œuvre. Je pense que ce qui est intéressant à mettre en lumière sur le projet Canopé, c'est que la mise au point des logiciels, elle elle s'effectue sur des données qui sont fictives. Et ça, c'est quand même bien parce que ça permet quand même de faire des tests sans aller sur les données telles qu'elles ont été euh, remontées. Donc voilà, je pense que ça, en termes de prévention, c'est intéressant. Et ensuite, dans les autres mesures qui ont été mises en œuvre, il y a quand même du chiffrement de partitions et des stockages de clés dans des bases hyper sécurisées. Le, au niveau, enfin, des clés de chiffrement dans des bases sécurisées, donc avec des partenaires sur ces aspects. Je pense que ça, c'est important parce qu'on est allé un peu plus loin que ce qui était demandé. En fait, vous avez une liste de ce qui est demandé et ensuite vous avez les autres mesures que vous avez pu mettre en œuvre. Et là, c'est le cas pour le chiffrement des partitions des machines virtuelles et puis le stockage de clés dans des bases, des clés de chiffrement dans des bases sécurisées. Je pense que ça, voilà, ça me paraît important de souligner parce que, en fait, vous avez les attendus et vous avez la possibilité évidemment d'aller plus loin. Et ces points-là sont quand même regardés par la CNIL parce que, d'un point de vue technique, ça permet de solidifier votre dossier. Ensuite, sur les demandes, alors euh, sur la sécurité cryptographique, je voulais en parler aussi parce que ça a été un des points qu'on a réglé, qui a été un vrai enjeu, qui était notamment sur les longueurs de clés. La question se posait parce qu'il y a différents référents, enfin il y a différentes
possibilités. Sur les longueurs de clé, on a eu cette question, il y a eu un débat sur la longueur de clé à utiliser. Est-ce que tu peux revenir sur ces aspects, Willy, parce que je pense que d'un point de vue technique, c'est au-delà du juridique vraiment quelque chose, ça soutient vraiment le juridique. Vous pouvez avoir un dossier qui est juridiquement hyper structuré. Si derrière la technique ne suit pas, votre dossier ne sera jamais accepté. Je pense qu'il faut être très très clair là-dessus. Le cabinet d'avocats là-dessus, il a, je vais pas dire on ne peut pas dire qu'on a servi à rien, mais en tout cas, c'était important de mettre des alertes sur les attendus et d'arriver à comprendre avec les partenaires. Et évidemment avec Canopé, si on était sur les règles de l'art à minima ou si on allait plus loin, est-ce que tu peux, Willy, parler de ces éléments de sécurité? Oui, alors déjà, en fait, nous, nous, au niveau de l'équipe projet Canopé, on n'était pas du tout spécialisé dans la cybersécurité. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a voulu échanger avec la CNIL et ils ont été vraiment disponibles pour avoir ces temps d'échange et nous indiquer qu'est-ce qui était nécessaire et qu'est-ce qui était souhaitable en plus du nécessaire, on va dire, en termes sur les différentes mesures de sécurité et en termes, quel était le bon niveau de sécurité au niveau de l'infra au global. Donc effectivement, un des points qui était très important, et tu en as parlé, c'était que pour eux, il fallait que le chiffrement se fasse à deux niveaux, à la fois au niveau des données qui sont en transit, donc au niveau des données qui transitent dans l'applicatif, mais aussi au niveau des serveurs. Donc ça, c'était vraiment quelque chose de fort. C'est-à-dire que si quelqu'un arrivait à s'introduire dans le local où sont stockés les disques durs, et qui volait le disque dur où se trouvaient les données de Canopé, bah, il pourrait pas déchiffrer le disque dur parce il est chiffré via une clé qui est stockée sur un autre serveur. Donc en fait, il y avait vraiment ces deux niveaux de chiffrement déjà qui garantissaient que en fait, on peut pas si par hasard on capte les données, bah voilà, a priori ça demande un certain temps et un certain effort pour en tirer quoi que ce soit. Euh, Donc ça, c'était un premier point. Ensuite, là, ce que je vois aussi, c'est qu'un des autres points qui est demandé, c'était effectivement, on a beaucoup discuté d'anonymisation, en fait, du coup, par rapport aux données. Donc nous, effectivement, on a des données pseudonymisées, mais ce qu'on met à disposition, et ça, c'était aussi au niveau de la longueur, alors, au niveau de la longueur, on 128. est 128. Euh, et Et sur l'anonymisation, un des points sur lesquels on a travaillé, c'était que pour ouvrir au maximum l'accès aux résultats des données, de l'exploitation des données, on voulait que nos analyses statistiques soient anonymisées. Donc, on a questionné la CNIL sur à partir de quel moment on considérait qu'une donnée était anonymisée. Et donc là, en fait, après différents échanges, on a conclu avec eux que si l'échantillon minimum dans un graphique sur notre interface euh, contenait au moins 10 personnes, on considérait qu'on ne pouvait pas remonter à la personne. Et donc, on a travaillé dans ce sens-là pour que notre solution n'affiche que des graphiques avec au minimum des échantillons de 10 par barre de graphique, par exemple, sur un histogramme. Ce qui fait qu'on considère que nos analyses graphiques sont bien anonymisées et donc on peut les partager à différentes personnes qui en auraient besoin. Et ça d'ailleurs, ça a été un point parce qu'on était parti sur le nombre de 8 initialement et la CNIL a considéré que 8, c'était vraiment pas suffisant, donc on a augmenté à 10. Voilà. Sachant que ça pose une problématique parce qu'en fonction des données que vous collectez, vous avez peut-être pas 10 personnes Oui, qui sont concernées. Notamment lorsque vous êtes sur des maladies rares, il y a peut-être pas 10 personnes en France qui sont porteurs de cette maladie, en fait. Donc, en fait, c'est en fonction de ce que vous allez chercher à croiser comme information, eh bien, vous n'aurez peut-être pas le nombre requis. Donc, c'était un des enjeux, c'était assez compliqué par rapport au projet, de trouver un chiffre sur lequel on pouvait s'entendre au niveau de la CNIL pour que ce soit considéré comme suffisant et au niveau du projet pour que ce soit considéré comme exploitable, en fait. c'est ça. Sachant qu'en plus, nous, au début, on n'allait pas avoir non plus
enfin l'ensemble de la population en situation de handicap, mais qu'on voulait quand même déjà fournir des premiers résultats. Donc effectivement, plus le chiffre était bas, plus on va dire que ça nous arrangeait pour pouvoir exploiter les données. Et donc on est on est arrivé au nombre de 10 pour considérer que c'était un graphique anonymisé. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie? N'hésitez pas à les poser en tout cas. On arrive à la fin du webinaire. Alors là, on va finir sur le non moins important droit d'accès. Est-ce que, bon là, vous savez tous ce que c'est que le droit d'accès, donc quelles données vous traitez, comment vous les traitez, est-ce que je peux avoir une copie des données que vous traitez sur moi? Alors là, ça pose d'énormes difficultés parce que la question, c'est de savoir est-ce que le gestionnaire qui a déposé les données pour faire la demande pour les personnes pour qui il a saisi de l'information, est-ce que les personnes elles-mêmes font la demande, comment on traite et comment on répond? Ces questions-là ont été au cœur de grands débats, la plus juridique et aussi technique pour savoir comment on allait remonter cette information. Est-ce que tu peux, Willy, nous expliquer comment tu as mis en œuvre, enfin comment vous avez mis au sein du projet en œuvre ces aspects? Alors, si je comprends bien, enfin là, ça concerne à la fois l'information et aussi comment est-ce que la personne peut retrouver ces Oui, données ou les supprimer. exactement. Donc l'information, on l'a un peu traité. Donc effectivement, on a diffusé des documents à la fois en français ordinaire et en facile à lire et à comprendre pour les personnes et leurs familles. Et on est en train de travailler pour que ce soit vraiment partie intégrante du processus d'arrivée d'une personne dans un établissement ou un service, que lors de son accueil, en fait, on lui parle directement du projet Canopé, du fait qu'on veuille utiliser ces données de manière pseudonymisée et pourquoi, et quels sont ses droits qu'elle peut s'opposer, etc. Ou que si elle le fait pas maintenant, elle pourra le faire plus tard. Donc vraiment l'intégrer dans la vie normale, on va dire, d'un établissement ou d'un service, et donc faciliter tout ce travail, sachant qu'en plus, là, comme c'est fait en direct et qu'il y a un temps d'échange avec une personne, là, il y a vraiment une explication de visu avec la possibilité de répondre en direct à des questions. Euh, alors ensuite, l'autre point, c'est que la personne, elle a bien sûr le droit de voir quelles sont les données quelles sont ces données qui sont stockées sur nos serveurs et aussi les effacer. Donc là, on a dû mettre en place tout un processus puisque, donc, pour rappel, la chaîne de transfert de la donnée, c'est que la donnée est saisie par les professionnels dans les organismes gestionnaires, dans le logiciel DUI. Ensuite, le logiciel DUI, de manière périodique, envoie les données dans notre base de données, qui est à nouveau repseudonymisée, et après, donc, c'est stocké dans la base. Donc nous, ce qu'on a dû mettre en place, c'est avec nos sous-traitants techniques, c'est comment est-ce qu'on retrouve, en fait, on retrouve une personne, enfin les données d'une personne à partir d'un pseudo. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a mis en place un process où euh, lorsqu'une personne indique qu'elle veut avoir ses données supprimées, l'éditeur de logiciel nous transfère à nous le pseudo de la personne. Comme ça, nous, on n'a pas du tout son identité. En fait, d'ailleurs, en quelque sorte, ça ne nous intéresse pas puisqu'on veut juste soit lui rendre ses données, soit les supprimer. Et donc, on a un petit module où on peut rentrer le pseudo et ça nous sort soit les données, soit on les envoie à la personne, soit on les supprime directement si c'est son souhait. Il y a une question dans le chat qui est posée. Je n'ai pas compris pourquoi vous êtes parti au départ sur la pseudonymisation et non l'anonymisation, parce que vous faites un suivi dans le temps des personnes pour l'interrogation. Oui, Willy, tu alors il veux y a répondre? ça. Oui, il y a d'une part le fait qu'on veut faire un suivi dans le temps, donc pouvoir faire des études de cohorte. Et puis aussi parce qu'en fait, quand on pseudonymise pardon, on anonymise les données, on ne peut plus les croiser entre elles. C'est-à-dire que si j'ai un paquet de données de 10 qui concerne je sais pas, une vision ou une étude, je sais pas moi, sur le nombre d'heures de scolarisation, je pourrais pas le croiser avec la situation d'habitat, par exemple, parce qu'à la base, c'était pas prévu. Là, en fait, le fait d'avoir des données pseudonymisées, donc d'avoir un identifiant par fiche, j'allais dire, ou par dossier,
ça permet vraiment par la suite de faire beaucoup plus d'analyse et de garder la main en fait sur cette finesse d'analyse qu'on perdrait dès qu'on anonymise. Même si en fait, si on anonymisait, bah, c'est sûr que en fait, on n'aurait pas à faire tout ce travail sur l'entrepôt de données puisqu'on n'aurait plus de données personnelles. Mais en contrepartie, en fait, notre entrepôt, enfin, notre observatoire serait beaucoup moins pertinent puisqu'il aurait que des visions un peu fixes à partir de paquets de données et non plus cette vision très agile où on peut questionner une base et en sortir plein de résultats différents. En fait, c'est la question de d'avoir une analyse dynamique de la donnée. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu le choix de Oui, je ne sais l'anonymisation. pas si j'ai Si vous avez d'autres questions dans le chat, allez-y, on a largement, enfin, on a dépassé un petit peu le créneau du webinar. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Vous pouvez aussi nous les envoyer par mail, il n'y a aucun problème. On les rajoutera, donc comme je vous le disais, sur le support du webinar qui vous sera envoyé. Vous pouvez me les envoyer, vous pouvez les envoyer directement sur la page de la robe numérique, il y a pas de souci. On vous répondra avec plaisir. J'espère que vous avez appris des choses et qu'on a répondu à vos questions. On a un nouveau webinar qui sera animé là, dans 15 jours sur l'hébergement de données de santé avec un hébergeur français qui pose justement la question, qui va nous expliquer un peu quels sont les différents hébergements possibles et quelles sont les attentes et les points durs lorsqu'on choisit son hébergeur en données de santé et quelles offres en fait, à quelles offres souscrire en fonction de sa situation. Donc voilà, n'hésitez pas. Ah, on me dit Sigma dans le chat, Willy. Oui, je ne suis pas sûr de comprendre. Est-ce que vous pouvez faire Est-ce que c'est le nom, peut-être que c'était une question sur le système nom de l'hébergeur de données, je suis pas sûr. Non, pas du tout. Je vous mets le lien. Donc, du coup, c'est Net Explorer, l'hébergeur. C'est une société qui est basée à Toulouse, si mes souvenirs sont exacts. Ils sont en région, ils sont pas du tout en Île-de-France. Donc, du coup, on a ce webinar, pardon, j'ai perdu le fil. On a ce webinar donc le 15. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. On sera sur le même format, à peu près 1 heure sur le sujet. Voilà, donc j'espère que on a répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous les adresser. J'espère qu'on n'a pas trop jargonné, qu'on est rentré dans des sujets, dans la technique qui vous intéressait sur le projet de l'hébergement en données de santé, dans un entrepôt de données de santé. Willy, merci beaucoup d'avoir participé et d'être venu ce matin. Voilà. Donc, n'hésitez. Ah, merci Oriana, hein. Enfin, en tout cas, merci parce que grâce au travail qu'on a mené ensemble, on a eu cette validation de la CNIL qui était quand même nécessaire pour la réussite du projet. Donc, en tout cas, nous, depuis, ça nous a vraiment aidé à passer à une autre étape au niveau du projet. Donc, merci à toi. Je pense qu'il y a un point sur lequel qu'on n'a pas du tout évoqué, qui est pourtant, je pense, un peu intéressant pour, pour tout le monde. C'est quand même que vous avez créé un comité éthique pour le suivi a Oui, posteriori. c'est ça. C'était Je, peut-être en 2 mots. oui, je pensais important de le dire parce que la CNIL a été vigilante aussi sur l'après. C'est-à-dire une fois que vous avez mis vous avez votre déclaration de conformité, que vous pouvez le faire. Votre autorisation, pardon, pas déclaration de conformité, mais autorisation, il y a quand même l'après qui se pose. Et là-dessus, vous avez quand même été, l'initiative a été saluée. Alors oui, effectivement, le comité éthique, c'est quelque chose d'important parce que on manipule des données sensibles et donc il n'y a pas que le respect du droit et l'éthique en santé, c'est vraiment un sujet qui monte. Donc on a fait tout un travail que notamment la chaire éthique et santé numérique de l'Université catholique de Lille qui nous a aidé à monter ce comité éthique
et donc qui rassemble aujourd'hui des personnes qui sont en dehors du projet, donc à la fois des spécialistes de l'éthique, des juristes, mais aussi des parents d'enfants en situation de handicap, et puis des personnes un peu plus techniques. Et donc l'idée, c'est de vraiment voir comment, par exemple, on l'a sollicité notamment sur la question du juste niveau d'information. Et le but, c'est que ce soit une éthique qui soit pas que, pardon, pas théorique en fait, mais qui soit vraiment applicable. C'est-à-dire là sur l'information des personnes, comment est-ce qu'on donne une information juste avec les moyens dont on dispose. Pardon. Et donc ça, c'est un vrai support pour le projet. Je pense que ça, c'est important, voilà, de peut-être finir là-dessus. L'après dépôt. Je crois que Willy nous a quitté. Ah, il est revenu. Donc, c'était important de le dire. Pensez à l'après dans le cadre de votre projet. Comment il va vivre, comment l'éthique de ce que vous allez mettre en place pour la demande d'autorisation va vivre au quotidien derrière. C'est important pour la protection des données des personnes et pour protéger la vie privée de ces personnes. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. On augmentera le support que l'on vous enverra des questions qui ont été posées. Donc vous retrouverez aussi les questions que vous avez posées dans le chat, dans le support qui vous sera envoyé par mail. Il y aura un lien de replay. Donc bon, avec les problèmes de connexion qu'on a eu, j'espère que le rendu sera pas trop mal. Et on vous le mettra également dans le mail qui vous sera envoyé par la com d'ici une semaine environ. Voilà. Merci à tous, très bonne journée et n'hésitez pas si vous avez des questions. À très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.